Amis historiens, amis historiennes, bonjour et ravi de vous retrouver pour une troisième vidéo en mode prépa brevet, donc une vidéo qui s'adresse aux troisièmes de France, afin de les aider à réviser simplement le brevet en histoire-géographie. Comme d'habitude, on se retrouve sur de l'histoire, toujours pas de géo, mais bon, j'ai tendance à penser que la géographie étant quelque chose de plus logique, vous vous y retrouvez mieux. Aujourd'hui, une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Donc toujours sous la perspective du brevet. Donc évidemment pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont au lycée, dans le supérieur, des passionnés ou autres, je ne vais pas aller dans tous les détails, je ne vais pas approfondir tout, et même pour les troisièmes, je ne vais pas aller dans les détails des cours et des activités que vous allez faire ou que vous avez fait. Je ne sais pas actuellement où vous en êtes dans vos cours, ça dépend si vous avez fait de la géo, de l'EMC, etc. Bref. Mais je vais faire un résumé, comme d'habitude, en essayant de faire à peu près une demi-heure, pour vraiment résumer l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour répondre à un paragraphe argumenté, notamment dans le cadre du brevet, même si vous pouvez avoir des études de doc, etc. S'il y a un paragraphe argumenté, il faut savoir rédiger, il faut savoir donner des connaissances utiles, et ça passe par des révisions, il n'y a pas de secret. Voilà, on va commencer tout de suite avec une introduction très courte. Donc, je l'ai déjà dit, mais c'est dans la perspective du brevet, donc on n'est pas là pour faire des pages et des pages d'introduction. Vous le voyez sur le diaporama, j'ai mis la photo à gauche de l'écran, enfin sur votre gauche. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie attaque puis envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Seconde Guerre mondiale, important, un S majuscule, un G majuscule, un M minuscule. Ça, c'est pour la rédaction des copies. C'est un détail, mais c'est important. C'est une guerre totale aux dimensions planétaires. Une guerre durant laquelle les ambitions territoriales et idéologie nazie se heurtent aux valeurs affichées par les Alliés et par l'URSS. C'est une guerre d'une violence extrême où des populations entières sont anéanties grâce à la mise en place d'une politique d'extermination systématique. Une petite problématique, une petite question qu'on peut se poser, en quoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement? Nous avons présenté une mini-introduction, une mini-question, présentons le plan, c'est important, un paragraphe argumenté doit être structuré, donc on a un plan, on balance pas les idées n'importe comment. Je fais des petits points de méthode, je me répète peut-être, le but c'est de vous aider. Pour ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, on va dire, certains ont dit que ça les a aidés pour le premier brevet blanc. Euh, c'est l'objectif, tout simplement. Tant mieux d'ailleurs. Si vous pouvez vous passer des vidéos, tant mieux aussi, ça vous fait gagner du temps. L'objectif c'est de vous aider, donner des points méthodes et des points, on va dire, scientifiques, puisque l'histoire reste une science. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça. Un plan en trois parties, très cartésien, avec une première partie, un affrontement brutal et planétaire, que je décline en trois sous-parties. Elles sont affichées, mais dans l'annonce du plan, on les annonce pas. On peut les écrire, enfin là je les mets dans le diapo, mais on annonce les grandes parties. Puis une guerre totale qui mobilise. Et enfin, une guerre d'extermination, d'anéantissement. Nous avons présenté notre plan après avoir fait notre introduction. Bon, même si les deux sont liés, j'ai fait deux petites slides. C'est toujours plus simple pour ceux qui regardent la vidéo. Je sais qu'il y en a qui se contentent, et c'est tout à fait honorable, de juste écouter. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Mais voilà. Donc, sur la slide, j'ai séparé à chaque fois en sous-parties, ça va mieux pour comprendre. Un affrontement brutal et planétaire, première sous-partie, l'axe est dominant 1939-1941. Donc l'axe, pour qu'on soit clair, ça n'a pas été présenté, l'axe c'est l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste de Benito Mussolini et le Japon. Mais le Japon entre plus tard en guerre, soit.
L'axe est dominant, on l'a vu dans l'introduction, hein, c'est le casus belli, c'est la cause de la Seconde Guerre mondiale, une des causes, hein. À chaque fois on dit la cause, le casus belli, mais il y en a plusieurs. La Seconde Guerre mondiale, elle s'inscrit dans les années, fin des années 1930, début des années 40, avec les régimes totalitaires, les fragilités des démocraties en Europe, etc. On va pas revenir là-dessus et on va pas entrer dans les détails. Mais le casus belli, donc ce qui marque l'entrée en guerre, c'est le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie qui envahit la Pologne. C'est un fait majeur, et puis une nouvelle fois, avec le jeu des alliances, eh bien on se retrouve avec une guerre qui va, dès le 3 septembre, euh, être rejointe, entre guillemets, par le Royaume-Uni et la France, qui vont déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais la Pologne est très rapidement écrasée par une guerre éclair, donc c'est une guerre offensive, courte et brutale, grâce à l'action combinée des avions et des chars. On le voit en effet sur la slide, je l'ai mis donc en haut à gauche, où on voit la technique de la guerre éclair, de la Blitzkrieg en allemand. Si certains veulent le mettre dans une copie, c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas obligatoire. Retenez guerre éclair. En mai 1940, une grande offensive allemande sur le front ouest submerge les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Puis, Hitler tente sans succès de faire plier le Royaume-Uni en bombardant ces villes. On le remarque sur la slide avec la carte en bas à gauche, donc où on voit avec les points jaunes les différentes villes, on voit les différentes offensives. Bon, ça s'explique notamment par quelque chose qui est après appelé la drôle de guerre, où en fait les Français notamment, hein, puisque bon, on est en France, on va parler de la France, même s'il n'y a pas que ça, on parle des Pays-Bas, de la Belgique, etc. Mais les Français vont notamment penser que la ligne Maginot va les aider à se défendre. Donc la ligne Maginot, c'est une ligne défensive à l'est du pays. Sauf que les Allemands, ils ont contourné le pays, enfin ils ont contourné cette ligne Maginot, et ils ont envahi le pays. Donc c'est pas très pratique finalement. Et c'est un peu une drôle de guerre, puisque les soldats ne comprennent pas, et ils jouent, non c'est pas un bon terme, ils mènent une guerre qui est défensive, et du coup c'est compliqué de résister face à un envahisseur qui mène une guerre très offensive, très rapide. L'économie de guerre a été préparée pour, les Allemands ont été préparés pour. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, on ne revient pas dessus. Le résultat, c'est qu'après 6 semaines de combat, la France est à moitié envahie, et Paris est occupé le 14 juin 1940. Autant dire que quand la capitale d'un pays est envahie, c'est pas très pratique. Donc la Grande-Bretagne se retrouve seule lors de la bataille d'Angleterre, donc où Hitler tente de faire chuter son seul ennemi finalement, en bombardant les villes, mais c'est un échec pour Hitler. En 1941, la guerre s'étend dans les Balkans, puis en URSS, envahie par les Allemands. L'armée du Troisième Reich se retrouve rapidement aux portes de Moscou et de Leningrad. C'est là un élément majeur à retenir. Donc sur le front Est, le front Ouest, c'est tout ce qui va être la France, etc. Le front Est, ça va être notamment l'URSS. Donc le 22 juin 1941 se déclenche l'opération Barbarossa. Barberousse, si on traduit, mais on s'en fiche un peu. Le souci, c'est qu'il y a eu un pacte germano-soviétique de non-agression. Et c'est là ce qui met un élément majeur dans la guerre. Puisque, de base, les Allemands, ils avaient signé un pacte de non-agression avec les Soviétiques. C'est d'ailleurs, on peut dire ça, un génie tactique et militaire du côté d'Hitler, qui se met un peu Staline dans la poche, en signant ça, et puis au final va lui mettre à l'envers, en 1941. Il faut savoir que, bon, ça a été controversé, on va pas revenir dessus, mais de base, l'invasion de la Pologne est rejointe aussi par une invasion de l'URSS. Ils se sont partagés la Pologne, le pays des Polonais, en deux. Une partie pour les Allemands, une partie pour l'URSS.
ce qui a fait que la Pologne était rayée de la carte en quasiment un mois. Hein. C'est très rapide, je l'ai dit, avec la guerre éclair. Mais là, en 1941, l'armée du Troisième Reich, elle est très très offensive, elle est aux portes de Moscou, elle est aux portes de Leningrad, je l'ai déjà dit, et on le voit d'ailleurs sur la carte donc, qui se trouve à droite de la slide. Et ça, c'est un élément majeur, puisque finalement, le conflit, il était davantage centré, on va dire, sur la France, l'Allemagne, la Belgique. Bon, c'était très, très, très concentré. Et là, finalement, on brise le pacte germano-soviétique pour emmener la guerre sur un deuxième front. Mais cette guerre, j'ai dit, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas très mondial, ça reste européen. Bon, voilà, c'est étalé, mais c'est européen. Mais il y a la même année, donc en 1941, qui est une année importante, dans le Pacifique, l'aviation japonaise, et j'ai dit que le Japon faisait partie des forces de l'Axe, qui va attaquer une base navale américaine. Donc elle s'appelle Pearl Harbor. Et le 7 décembre 1941, cette base est attaquée. C'est une base américaine qui donc appartient aux États-Unis, qui jusqu'alors n'était pas dans le conflit, n'y participait pas. Sauf que là, on est au mois de décembre 1941, le Japon, donc pays allié de l'Allemagne nazie et de l'Italie, qui a mené d'ailleurs des campagnes en Chine, en Mandchourie, etc. Mais on va pas aller dans les détails, c'est pas pour le brevet, donc voilà, si vous voulez faire des recherches, faites-en et c'est tant mieux. Mais le Japon qui va attaquer les États-Unis, qui vont donc entrer en guerre avec les Alliés, donc la France, etc. Même si vous y reviendrez dans une leçon suivante sur Vichy, la résistance et la France occupée. La France de Pétain a collaboré, etc. Mais la France de Gaulle était à Londres. Bref, c'est pas là le sujet. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbor, attaque les États-Unis, qui entrent en guerre. Le conflit devient alors mondial. J'ai fini ma première sous-partie. J'essaye d'être le plus succinct possible, mais en même temps de vous donner des éléments qui peuvent vous servir. Bon, je viens de le dire, j'ai essayé d'être très bref, très succinct, mais en même temps j'essaie de vous donner des détails, de vous donner un maximum d'éléments, parce que c'est une période très très importante, c'est une période qui est très passionnante. Moi, c'est une période qui m'a fait aimer l'histoire, tout simplement, et qui m'a donné envie de transmettre, donc de devenir professeur d'histoire géo. Et ce sera sans doute une de vos périodes préférées, j'imagine, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses dessus, et qu'en même temps, on a la chance d'avoir des survivants, des témoins de cette période. J'essaye d'être très succinct et de vous donner des éléments. Deuxième sous-partie de ce grand 1 avec l'année 1942, une année charnière. Je sais pas si c'est ça sur la slide, mais bon. L'important, c'est de parler de l'année 1942. Alors, j'ai mis plusieurs choses. En 1942, les États-Unis vont créer une grande alliance. Donc, définition très simple, c'est tous ceux qui sont contre l'Axe, ce sont les alliés. Ils mobilisent leur puissance économique au service de la victoire et deviennent le grand arsenal des démocraties. Donc c'est une expression à mettre entre guillemets. À partir de 1942, l'expansion de l'Axe est arrêtée. On l'a vu, l'Axe a été dominant de 39 à 41 avec l'attaque éclair en Pologne, l'attaque offensive magnifique. L'offensive éclair en France et plus généralement en Belgique, Luxembourg, donc à l'ouest. L'attaque dans les Balkans, l'attaque de l'URSS avec l'opération Barbarossa, et l'attaque du Pacifique. Bref, l'axe de 39 à 41, ils sont très très actifs, très offensifs, et en même temps, ils ont beaucoup de victoires, beaucoup de succès. 42, les États-Unis prennent le combat à bras le corps, ils créent cette grande alliance, et ça met déjà un petit frein à l'expansion de l'Axe. Dans le Pacifique, puisqu'on en a parlé dernièrement avec Pearl Harbor, les Américains tiennent bon face aux Japonais lors des batailles de Midway et de Guadalcanal. Donc, il me semble que sur la slide, ils y sont, c'est merveilleux, c'est l'objectif. Donc on voit ces deux batailles qui sont représentées avec une espèce de taches rouges et jaunes.
L'extension maximale de l'axe qui est représentée en vert, n'hésitez pas à zoomer, à mettre pause, etc. hein, pour visualiser. Et on voit en même temps les offensives alliées qui sont représentées. Bon, attention à ne pas tout regarder sur la carte, puisque c'est une carte qui va de 42 à 45, et là on parle uniquement de l'année 1942. En Afrique du Nord, les troupes allemandes, commandées par Rommel, sont vaincues par les Britanniques à El Alamein. Les troupes britanniques, elles sont commandées par l'homme que vous voyez sur la slide en haut à gauche. Il s'agit de Bernard Montgomery. Donc là, il est en photo sur la slide en haut à gauche, et il est dans un char pour observer cette bataille en Afrique du Nord face aux troupes de Rommel. Donc là, déjà, on voit que le rapport de force, il s'inverse. Puisque dans le Pacifique, les Américains, ils sont bons. J'utilise des mots très très simples, c'est à pas mettre dans une copie, hein. Ne mettez pas les Américains sont très bons. Ils tiennent bon, c'est déjà mieux. Et en Afrique du Nord, les Britanniques battent les troupes de Rommel, les troupes allemandes. En novembre 1942, a lieu un débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie. Attention, c'est pas encore des pays, ça reste français à l'époque. Donc ne dites pas dans des pays, enfin, c'est des territoires français à l'époque. Sur le front russe, sur le front soviétique, sur le front est, dites ça comme vous voulez, l'armée allemande est encerclée par les soviétiques et est obligée de capituler en février 1943. Donc bon, j'ai dit 42 année charnière puisque vous avez compris que je parle de la bataille de Stalingrad, que vous avez vu en cours, on n'est pas là pour la détailler, encore une fois, je le dis, je dis vraiment, je donne vraiment les éléments importants. Je vais pas commencer à revenir sur telle bataille, tel événement, tel discours que vous avez fait en cours. Ça, c'est à vous d'aller repuiser. Mais dans un développement construit, on peut pas raconter toute la bataille de Stalingrad, comment elle se déroule. Non, sur le front Est, l'armée allemande capitule face aux soviétiques en février 43, donc allez, on inclut ça dans 42, puisque le gros des combats se fait en 42, c'est une première grande défaite pour les armées nazies, les armées allemandes plus généralement, et ça, c'est à noter s'il y a un commentaire construit là-dessus. J'ai fini ma deuxième sous-partie, on va attaquer tout de suite la troisième et dernière sous-partie de ce grand 1. Commençons cette troisième et dernière sous-partie du Grand 1. Donc vous l'avez vu là pour l'instant, je fais surtout de l'événementiel, on va dire, avec les grandes batailles, les événements importants, du conflit, sans aller dans les détails, et juste pour voir en fait qu'il y a un rapport de force, de 39 à 41 pour l'axe, 42 une année de basculement, et vous l'avez compris, et c'est écrit, les forces alliées vers la victoire, 1943-1945. Donc les alliés, ça y est, ils ont repris le dessus. Sur tous les fronts, les Alliés passent à la contre-offensive, à la contre-attaque. Les Anglo-Américains débarquent en Italie en 1943, ce qui amènera d'ailleurs la chute du régime fasciste, du moins temporairement. On va pas revenir dans les détails, de toute façon c'est pas au programme, mais après il y a une république fantoche, enfin il y a un régime fantoche sous la main d'Hitler qui se met en place avec Mussolini qui s'est évadé de sa prison. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder Mamie Twink qui raconte dans ses histoires de guerre la folle évasion de Mussolini. Pour ceux qui aiment bien, ça peut toujours servir. Puis, en Normandie, certains les ont déjà visités, les célèbres plages du débarquement, le 6 juin 1944, débarquement de troupes américaines, de troupes françaises avec le commando Kiefer, à ne pas oublier, de troupes britanniques, canadiennes, 5 plages à retenir, Sword, avec des Britanniques et des Français, Juno, avec notamment des Canadiens, Gold, avec des Britanniques, Omaha et Utah, donc ça c'est plutôt, on va dire, dans la Manche, avec des troupes américaines, ce qui a donné Omaha la sanglante, pour ceux qui connaissent un peu. Débarquement de Provence, donc dans le sud de la France, le 15 août 1944, et la France est libérée en quelques mois. En effet, la dernière ville libérée, c'est Saint-Nazaire, avec la poche de Saint-Nazaire, il me semble. Mais Paris est libéré en août 1945, par exemple. Alors, on va revenir là-dessus. Une photo du débarquement très célèbre en haut à gauche. Donc ça, c'est une photo d'époque, hein.
les plages du débarquement aujourd'hui, certains s'y promènent, il y a des choses à faire, on peut faire un peu bronzette quand il y a un rayon de soleil en Normandie. Bonjour aux Normands qui passent par ici, c'est très beau à visiter, c'est très bien, c'est magnifique. À l'époque c'était pas très joyeux, quoi. Parce que ben déjà il y a eu plein de problèmes, on n'est pas là pour faire une histoire du débarquement, vous l'avez sans doute fait en cours, je ne sais pas d'ailleurs. Mais il y a des débarquements qui se passent plus ou moins bien, mais déjà il y a les Allemands qui attendent avec les mitrailleuses, etc. Il y a des mines, on n'a pas fait attention à la marée, donc on est trempé, on est les pieds dans l'eau. Et bah, de toute façon, on appelait ça le jour le plus long, puisque certains se disent qu'ils ne reviendront jamais de cet événement, mais que voulez-vous, il n'y a pas de choix là-dessus. Je viens de penser, et bon, petit commentaire rapidement, j'ai pas commenté le timbre sur le diapo d'avant, n'hésitez pas à revenir vite fait en arrière. Pas un pas en arrière, c'est pour la bataille de Stalingrad, le mot d'ordre de Staline. Voilà, ça c'est fait. Sur le front Est, vu qu'on vient de parler, et c'est pour ça hein, d'ailleurs que je reviens en arrière, sur le front Est, le rouleau compresseur de l'armée rouge libère l'Europe orientale et centrale. Prise en tenaille, ah oui, puisque l'Allemagne nazie, il y a les Alliés qui ont débarqué en Normandie, etc., qui commencent à venir d'un côté, donc qui vont vers l'Est, et l'armée rouge qui va vers l'Ouest. Donc ça fait une tenaille. L'Allemagne nazie s'effondre en avril 1945. Hitler se suicide à Berlin le 30 avril 1945. Comment il se suicide? Eh bien, il a très peur, il commence à être pris de panique, il était déjà bien parano, hein, cet homme. Mais bah, il sent que l'armée rouge est aux portes de Berlin, et ce qu'il va faire, c'est que... Bon, déjà, il va épouser sa maîtresse, Eva Braun. Il va empoisonner son chien. Il va tuer sa copine, sa femme, appelez ça comme vous voulez. Et il va se suicider d'une balle dans la tête, en ayant pris le soin de demander à ce qu'on brûle son corps à sa garde rapprochée, appelez ça comme vous voulez. Le Troisième Reich capitule le 8 mai 1945, avec aussi à Reims le 9 mai 1945, mais bon, on n'est pas là pour les détails, retenez 8 mai 45, c'est une date facile à retenir. Avant d'évoquer le côté pacifique, puisque j'ai parlé du Japon, et là pour l'instant j'ai juste dit que l'Allemagne capitule, et qu'en Italie c'était un peu le bazar depuis le débarquement de 43, donc bon, voilà, c'est bon, on a compris qu'en Europe, la guerre est terminée le 8 mai 1945, c'est ce qu'il faut retenir. On va revenir aussi, puisque j'ai parlé que la France est libérée en quelques mois, sur Paris, donc que j'ai mis dans le diaporama. La photo au centre. Est-ce que j'ai besoin de commenter qui sont les personnages? Le premier personnage, c'est le général de Gaulle, tout simplement. Donc, qui défile sur les Champs-Élysées le 26 août 1944, lendemain de la libération de Paris. On aperçoit aussi Leclerc, hein, Philippe de Hautecloque Leclerc, qui marche derrière lui. La France est de retour chez elle, j'ai envie de dire. C'est une photo très importante, hein. J'insiste beaucoup, je le dis souvent, parfois certains n'ont pas cette notion, on dit l'histoire ils sont tous morts, etc. Mais c'est des événements importants qui forgent un pays, qui forgent une nation, c'est des éléments à retenir. Je parle de la libération de Paris, j'ai mis De Gaulle, j'ai mis Leclerc, et on retrouve à gauche, en bas à gauche, l'acte de reddition des troupes de Paris, enfin des troupes allemandes de Paris, du général von Choltitz, qui remet l'acte de reddition, donc le 25 août 1944. Donc Paris a été pris en tenaille, il y a des résistants à Paris, il y a la deuxième division blindée de Leclerc qui est entrée dans Paris. Bref, les Allemands ont compris que ça en était fini pour eux et qu'il valait mieux se rendre plutôt que de mal finir, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, il y a eu des sacrés débats hein, pour savoir qui rentrerait en premier dans Paris. Il y a eu des débats et Eisenhower, un Américain, a finalement décidé d'accorder à la deuxième division blindée de Leclerc le droit, on va dire, d'entrer dans Paris en premier. Donc ce sont des troupes françaises qui en première rentrent dans Paris. L'acte de reddition, il est signé, et on le voit en bas à gauche, par Leclerc, donc qui est derrière De Gaulle lors du défilé du lendemain.
Mais il est aussi signé en bas à droite par Roll Tanguy. Et on le voit, hein, c'est la signature en bas à droite. Au milieu, c'est celle du général von Choltitz, donc de l'allemand, hein, qui signe. Et en fait, c'est un contreseing, c'est-à-dire que l'acte de reddition de la ville de Paris, enfin des troupes allemandes de Paris, pour être exact, est signé par Leclerc, donc qui représente le général de Gaulle, la France libre, la France résistante, et par Roll Tanguy, qui est un chef communiste, résistant aussi. Et je le mets puisque ça va vous servir pour la leçon d'après, et j'anticipe déjà, puisque après-guerre, il faut reconstruire le pays, etc., on y reviendra, mais le pays va se reconstruire avec les gaullistes représentés par Leclerc, et avec les communistes, donc ici, Roll Tanguy. C'est important d'en parler, et je sais que je suis assez long, mais c'est pas grave, vaut mieux être long et bien expliquer les choses que d'être beaucoup trop bref. Cette libération de l'Europe, elle se voit aussi avec la photo en haut à droite, où l'on voit le drapeau soviétique avec un homme. Cette photo, elle est prise au Reichstag, en Allemagne, à Berlin, le Parlement allemand, avec un drapeau qui flotte, qui n'est pas le drapeau nazi. L'Allemagne a chuté, la guerre est finie en Europe, c'en est terminé pour les Allemands, pour l'Axe. Mais qu'en est-il du Japon? Dans le Pacifique, la reconquête américaine est lente, car le Japon résiste avec acharnement. Le président Truman décide alors de bombarder de manière atomique 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. Face à la puissance de cette nouvelle arme, le Japon capitule officiellement le 2 septembre 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout court. Pas en Europe, pas tout court. L'arme atomique est utilisée, j'ai mis la photo de Nagasaki en bas à droite, c'est le champignon atomique qui s'est élevé jusqu'à 18 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça reste assez énorme. J'en ai fini de cette première partie, on va enchaîner avec la deuxième grande partie. Commençons cette deuxième partie de notre développement. J'ai dit que je ferais une vidéo d'une demi-heure, j'ai l'impression que ça va en faire le double. Désolé si certains ont lâché, mais bon, je parle beaucoup, j'ai besoin de vous donner des éléments en allant un peu dans les détails sans trop y aller pour rester accessible pour le brevet et pour vous donner quand même envie de découvrir un peu plus de cette Seconde Guerre mondiale. Petit retour sur mes propos, puisque j'enregistre mes audios après mes diapos et j'enregistre pas tous mes audios d'un coup. Je sais pas si vous me suivez. J'ai parlé de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe le 8 mai 1945. Ça, c'est évidemment bon. J'ai parlé de Reims le 9, c'est pas du tout ça. Reims, à 2h41, le 7 mai 1945, le 7, est signée la capitulation sans condition de la totalité des armées allemandes, donc par Alfred Jodl. Et c'est ensuite re-signé à Berlin le 8 mai 1945 et le 9 mai, puisque il y a le décalage horaire pour les soviétiques. Voilà. Donc en gros, il faut retenir le 8 mai 1945 pour la fin de la guerre en Europe, même si, bon, ça a été signé avant, etc. Bref. Deuxième partie, une guerre totale qui mobilise, première sous-partie, une mobilisation économique et militaire. Pour cette partie, il est important de noter plusieurs choses. Tout d'abord, on le remarque par le tableau, hein, mais on va y revenir, parce que la guerre dure et qu'elle est planétaire, les deux camps doivent, donc les deux camps, vous l'avez compris, l'Axe et les Alliés, doivent engager toutes les ressources humaines et militaires disponibles. Des dizaines de millions de soldats participent aux opérations guerrières entre 1939 et 1945. C'est une guerre de masse. On remarque cela par le tableau en bas à gauche, les soldats mobilisés entre 1941 et 1944. L'exemple des États-Unis, il est flagrant, mais je l'ai dit, ils entrent en guerre en 1941, en décembre. Donc en 1941, il y a très peu de gens qui sont déjà engagés. On le remarque par l'URSS, qui va tripler son nombre de soldats mobilisés, ou par le Japon, qui va un peu plus que le doubler. Donc ça, c'est important à noter.
On a aussi une mobilisation des belligérants sur le plan économique. Du côté des Alliés, les États-Unis lancent en 1942, je l'ai dit, c'est une année charnière en 1942, un gigantesque programme d'armement naval, aérien et terrestre, le Victory Program. En URSS, les industries les plus importantes sont déplacées vers l'Oural et la Sibérie, et elles parviennent à produire plus d'armes que l'ennemi. Plus encore qu'aux États-Unis, les soviétiques ont recours à une main-d'œuvre féminine. J'ai parlé de la main-d'œuvre féminine, j'ai pas trouvé de documents très parlants. J'ai mis une affiche de propagande de Rosie la Rifteuse, c'est une affiche américaine, We Can Do It, c'est pas très soviétique, c'est pas très russe, c'est pas très cyrillique. Mais en gros, pour inciter les femmes à s'engager, que les femmes peuvent le faire, We Can Do It, et que en même temps, le pays a besoin de main-d'œuvre dans les usines pour remplacer les hommes. C'est le même principe que la Première Guerre mondiale, finalement. Les hommes sont partis au front, faut les remplacer. Donc voilà, il n'y a pas 36 solutions. Mais les soviétiques, il est important de noter qu'il y a un important nombre de femmes qui prennent part à la main-d'œuvre de guerre, notamment. Cette main-d'œuvre, elle se retrouve dans la production un peu partout, hein, mais on a cet investissement qui se fait ressentir dans les chars, hein, toujours sur les années 1941 et 1944. Je vous laisse regarder les chiffres, c'est parlant. Les dépenses militaires, j'ai parlé de l'investissement économique, c'est pareil. Le pourcentage du produit national brut, c'est incroyable. Au Japon, on passe de 16% à 41%, aux États-Unis de 8 à 42%. Bon, voilà. Pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que l'investissement des soldats, des gens, donc c'est-à-dire des civils, et de l'argent est important. Mais en engageant la guerre totale, Adolf Hitler doit faire passer son pays d'une économie de pillage des pays vaincus à une économie de guerre. Cette économie de pillage, je l'ai mise sur le Diaporama, j'ai trouvé ce document, bon, il vient d'un livre, hein, c'est pas de moi, donc c'est Hans Frank, qui est gouverneur général de Pologne, donc c'est un Allemand, en octobre 1939, qui déclare « La seule manière d'administrer la Pologne consiste à exploiter ce pays sans ménagement, en lui prenant tous les produits alimentaires, les matières premières, les machines, les installations industrielles, etc., nécessaires à l'économie de la guerre allemande, à s'assurer toutes les catégories de travailleurs nécessaires pour les envoyer en Allemagne, à réduire l'ensemble de l'économie polonaise au minimum absolument indispensable à la survie de la population, à fermer toutes les écoles afin d'empêcher la formation d'une nouvelle élite polonaise. La Pologne sera traitée comme une colonie. Les Polonais deviendront les esclaves du Grand Reich allemand. En effet, la Pologne qui a été envahie, elle était annexée au Reich, mais maintenant, il faut que les Polonais y participent aussi à l'effort de guerre, puisque Hitler il commence à sentir un peu la poudre, et il se dit que peut-être il faut transformer cela. L'Allemagne, elle va réquisitionner dans toute l'Europe occupée des millions de travailleurs. Au Japon aussi, toutes les ressources de la nation sont mobilisées dans la guerre du Pacifique. L'Allemagne, elle va réquisitionner notamment avec la France, puisqu'on parle d'exemple français, avec le STO, service du travail obligatoire. Je ne vais pas dans les détails, mais vous pouvez citer ça dans une copie. Nous avons évoqué la mobilisation militaire et économique qui est, et s'il faut le retenir, sans précédent, hein, puisque c'est une guerre de masse sans précédent. Évoquons maintenant la mobilisation scientifique. Les principaux pays en guerre mettent les sciences et les techniques au service d'une guerre d'anéantissement. Pas besoin de définition, je pense que c'est explicite. Hitler donne la priorité à la recherche sur les avions à réaction sans pilote bourrés d'explosifs, les V1, et surtout aux fusées indétectables par les radars, les V2. Une base de lancement est disponible et toujours conservée à Saint-Omer, la Coupole, si mes souvenirs sont bons. Bon, là c'est une mobilisation scientifique, à savoir que les V1, donc sans pilote et bourrés d'explosifs, ont une précision et un impact davantage psychologique que militaire, puisqu'ils sont
pas précis et ils font pas des dégâts très très importants. Pour ce qui est des V2, c'est autre chose. Je vous invite à regarder des photos par exemple de la ville d'Anvers en Belgique. Un peu plus parlant, si vous préférez. En 1942, donc du côté des Alliés, les États-Unis lancent dans le plus grand secret le projet Manhattan de fabrication de la bombe atomique. J'ai mis une photo d'un V2 à droite, à gauche, j'ai mis une photo d'une usine où des ouvriers travaillent donc sur le projet secret Manhattan visant à trouver l'arme atomique. What you see here, what you do here, what you hear here. On fait beaucoup d'anglais, hein. Désolé pour ma prononciation si certains sont très anglicistes. When you live here, let it stay here. Ce que vous voyez ici, ce que vous faites ici, ce que vous entendez ici, quand vous partez d'ici, laissez-le ici. C'est extrêmement clair, vous n'avez rien vu, rien entendu et rien fait. C'est parlant. Voilà, donc très court, j'ai essayé de faire très court sur la mobilisation scientifique. Allez, pour terminer cette deuxième grande partie, je vais essayer d'aller vite aussi sur une mobilisation idéologique. Le patriotisme et la haine de l'ennemi sont encouragés par une intense propagande. Donc c'est un ensemble de méthodes utilisées pour faire accepter une opinion par toute une population qui utilise tous les médias, donc radio, actualité filmée, cinéma, presse, affiches. Les deux camps se livrent une guerre idéologique, les alliés mobilisent les esprits autour du thème de la défense des valeurs démocratiques face aux dictatures. Quant à l'Allemagne nazie, elle dénonce, entre guillemets, dans une copie à mettre, le complot juif et communiste qui menacerait le monde. Sur la slide, alors j'ai mis une affiche nazie, Sieg oder Bolschewismus, peut-on lire en haut à gauche, c'est une affiche allemande, la victoire ou le bolchevisme, donc le communisme. Donc ils sont contre le communisme. Écrasons et détruisons l'ennemi sans pitié, disent les soviétiques. Sur l'affiche en haut à droite, où l'on voit un soldat soviétique qui pointe son fusil avec sa baïonnette sur Adolf Hitler, qui traverse et donc arrache le pacte germano-soviétique auquel j'ai fait référence. Les défenseurs de la liberté, ils sont illustrés par le discours que je vous laisse lire si vous mettez pause de Roosevelt au congrès du 6 janvier 1942, et une propagande aussi en France, pour le STO notamment, avec une affiche « Ils donnent leur sang, donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme ». Voilà, je pense que c'en est assez pour cette partie, pas besoin de plus, vous avez vu des exemples en cours. Allez, commençons, au bout de 40 minutes je crois, de vidéo, on va commencer la troisième et dernière partie. Une guerre d'anéantissement, une guerre d'extermination. Première sous-partie, anéantir pour gagner. J'ai mis différentes photos, je vais d'abord dire l'essentiel et je commente après. Comme je fais depuis le début de cette vidéo, si vous avez remarqué, enfin surtout si vous regardez la vidéo, parce que je sais que certains écoutent juste, l'essentiel c'est de retenir. La Seconde Guerre mondiale est un affrontement total et sans limite entre deux camps, dont l'opposition idéologique radicale déchaîne une violence inédite. La modernisation des armements provoque des pertes militaires considérables qui sont amplifiées par le sort des prisonniers de guerre. 2 millions de soldats soviétiques en Europe et des dizaines de milliers de soldats américains ou anglais meurent de faim, d'épuisement ou sont liquidés. On respecte pas trop les conventions au niveau des prisonniers de guerre qui parfois sont massacrés, même si c'est pas comme ça que ça se fait, parce que oui, il y a des règles à la guerre, c'est assez difficile à imaginer, mais c'est comme ça. Les civils deviennent des cibles lors des phases d'invasion et de retraite, ainsi que lors des occupations. En Europe, à mesure que la résistance s'organise, les nazis multiplient les représailles sanglantes et les déportations dans des camps de concentration. L'Allemagne, mais aussi les Alliés, utilisent les bombardements aériens massifs des villes pour terroriser les populations et remporter la victoire. Alors, la résistance, vous avez compris, c'est l'opposition à l'occupant et la lutte pour son pays, pour récupérer son pays. En gros, si on est très bref. Alors, j'ai parlé des bombardements. En haut à gauche, celui de Londres en 1940, en haut à droite, celui de Dresde, donc en Allemagne, en 1945.
Pour ce qui est des camps de concentration, j'ai mis en bas à droite une photo de Auschwitz, avec le portail célèbre Arbeit macht frei, le travail rend libre. C'est sans doute une des phrases les plus cruelles utilisées dans l'histoire, à mes yeux. On fait pas de commentaires en histoire, mais voilà, je me permets, ça reste une vidéo de ma part. Pour les représailles sanglantes, en bas à gauche, ici, lieu de supplice, un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis, recueillez-vous. C'est une photo d'Oradour-sur-Glane, un village martyr près de Limoges, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la France, sinon, allez voir sur internet, on n'est pas là pour tout dire, mais en gros, c'est un village où quasiment tout le monde a été tué, liquidé par les nazis. Robert Ebras est le dernier survivant de cette représaille sanglante que j'ai évoquée. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça en vaut le détour et c'est important de se souvenir, de se recueillir, de faire silence. Si certains vont visiter, c'est un village qui est visitable. À l'entrée, c'est écrit silence. Et là, ici, c'est recueillez-vous, parce qu'il est très important de se souvenir. J'ai évoqué le fait que 2 millions de soldats soviétiques meurent de faim, d'épuisement ou sont liquidés. J'ai mis sur mon diaporama une couverture de livre des GIs et des femmes. C'est un livre qui traite des amours, des viols et de la prostitution à la libération. Donc là, pour le coup, c'est avec les Américains. Parce que c'est une question qui a été longtemps mise de côté et qui est un nouveau champ d'histoire. Donc là, je fais un aparté. Hein. Vous pouvez le dire au brevet, ça sera merveilleux, mais c'est pas un attendu. Où en fait, on se rend compte que les viols de guerre ont été couverts. Il faut savoir qu'en Allemagne, en 1945, on dénombre 2 millions de femmes allemandes violées par des soviétiques. Mais c'est un sujet qui reste tabou, puisque on garde l'image d'une armée rouge libératrice de l'Europe, toute blanche entre guillemets, c'est-à-dire sans faute, à part avoir défendu son pays. Des GIs et des femmes, eh bien c'est les soldats américains à la libération de la France après le débarquement, avec les viols, etc. Et il y a aussi des cas français, par exemple, avec un contingent en Italie, où il y a des histoires de viols, etc. Ça peut être un plus dans une copie. Sachez que c'est un nouveau champ de recherche pour l'histoire. Mais j'ai parlé d'anéantissement. Ici, c'est un anéantissement psychologique qui est encouragé par la propagande. En effet, les soviétiques, on les encourage à violer les femmes parce que on considère que les hommes transmettent le sang et les femmes transmettent la terre. Donc, violer une femme, c'est prendre sa terre et c'est finalement se venger au niveau de la propagande. C'est pas moi qui dis ça, attention, commencez pas à sortir ça de son contexte. À l'époque, on considère que c'est juste œil pour œil, dent pour dent. Ils nous ont attaqués, les nazis, eh bien, violer leurs femmes. Voilà, c'est un peu ce que dit la propagande soviétique. Mais il n'y a pas que des soviétiques au niveau des viols de masse qui font partie finalement des crimes de guerre trop nombreux de cette guerre. Fin de cette première sous-partie, on va aller enchaîner sur une deuxième. Enchaînons avec une deuxième sous-partie dans ce grand 3, faire disparaître des peuples entiers. Encore une fois, je donne l'essentiel à retenir, je commente mon diaporama, je fais que ça, parce que je sais qu'il y en a qui regardent pas le diaporama, qui ont besoin que de l'essentiel, et bon, voilà, c'est votre choix, je l'ai dit plein de fois. Dès 1940, les nazis laissent mourir par milliers les juifs polonais enfermés dans des ghettos où règnent des conditions de vie effroyables. À partir de juin 1941, les Einsatzgruppen massacrent en masse par fusillade les juifs des territoires soviétiques conquis. C'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Shoah, un terme à retenir aussi pour l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale. C'est un terme beaucoup utilisé en France pour qualifier l'extermination systématique entreprise par l'Allemagne sur le peuple juif. C'est un terme hébreu qui veut dire catastrophe. Vous allez parfois aussi entendre le terme d'holocauste. Donc ça, c'est un terme qui veut dire brûlé par le feu, et c'est un terme grec.
mais ça renvoie à la même chose, il faut le savoir. En 1942, lors de la conférence de Wannsee, les nazis planifient le génocide. Raflés dans toute l'Europe, les juifs sont industriellement mis à mort dans les chambres à gaz des camps d'extermination. Plus les chiffres varient, hein, mais plus de 5 millions de juifs, minimum, malheureusement. Parfois 6, ça dépend des historiens, ça dépend des recherches, mais on va dire retenez 6. 6 millions de juifs périssent de 1939 à 1945 dans ces camps d'extermination, dont 1 million à Auschwitz-Birkenau. Un seul camp, 1 million de morts. Imaginez un peu. Les tziganes, aussi, sont visés par cette folie meurtrière qui élimine au moins 250 000 d'entre eux sur une population de 750 000 en 1939. Sur mon chapeau, la première photo en haut à gauche, c'est une photo de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc c'est pour illustrer les ghettos. Ce sont tout simplement des quartiers où on enferme tous les juifs. Ils n'ont pas le droit de sortir de ces quartiers, ils sont contrôlés, on voit des troupes militaires, et évidemment, toute révolte est matée, c'est-à-dire réprimée, comprenez ce que vous voulez. C'est pas très très joyeux. C'est une photo qui est restée célèbre, avec ce petit garçon qui lève les mains avec sa petite casquette. C'est un livre il y a un livre qui a été écrit par Martin Gray, il me semble, qui est Au nom de tous les miens, qui utilise cette photo. Je vérifie, oui, c'est de Martin Gray, donc rédigé et paru en 1971. N'hésitez pas à lire, ça peut toujours vous servir. Pour ce qui est des Einsatzgruppen et de la Shoah par balle, la photo est en haut à droite. Donc là, on voit une photo avec un Allemand, à gauche de la photo, qui va tout simplement fusiller d'une balle dans la tête la femme devant lui, qui protège son bébé, son enfant, en tout cas un très jeune enfant. Voilà, donc c'est la Shoah par balle. Pour ce qui est des camps d'extermination, j'ai mis une photo aussi célèbre, c'est la rampe de sélection de Auschwitz-Birkenau. Les déportés arrivent dans des convois de bestiaux, hein, ils n'arrivent pas par le TGV ou autre, et ils sont tout simplement sélectionnés dès leur arrivée. Une partie va directement partir dans les chambres à gaz, vers l'extermination par le Zyklon B. On va pas refaire les choses, hein. Je vais pas vous réexpliquer ce que vous avez vu en cours, mais les plus faibles, ceux qui ne sont pas aptes au travail, partent vers les chambres à gaz où ils sont gazés. Ils sont sortis des chambres à gaz très souvent par des Sonderkommando, c'est-à-dire des hommes juifs qui sont réquisitionnés par les Allemands pour vider ces chambres à gaz, pour conduire au four crématoire, parfois leur mère, leur frère, leur chair finalement. Et les aptes au travail, qui vont avoir, on va dire, un peu de répit. Tout est relatif, on parle de camps de travail très très durs, où on meurt d'épuisement, de faim. Les témoignages sont très nombreux, Ginette Kolinka, Simone Veil qui a été ministre. Voilà, il y a plein de témoignages, lisez, apprenez, c'est très important de se souvenir. N'écoutez pas les négationnistes, n'écoutez pas les révisionnistes, on va pas les citer, on va pas leur faire de pub, mais qui minimisent tout ça. C'est effroyable et ça reste des images à ne jamais oublier pour ne plus jamais reproduire cela. J'ai mis enfin un tableau récapitulatif que j'ai trouvé sur le web, donc des chiffres au niveau de la population juive avant la Shoah et après. Et on voit que la Pologne perd 92% de sa population juive, les Pays-Bas 71%, la Grèce 92%, voilà. C'est très très parlant. La France perd 24% selon cette estimation. On arrive à un total de 6 228 100. Voilà, en sachant qu'il y a des révisions hein, au fur et à mesure du temps, mais c'est effroyable. Beaucoup sont partis en Israël ou aux États-Unis depuis. Ils n'arrivent plus à vivre sur le continent européen parce que voilà.
Beaucoup de films dessus aussi, euh, que ce soit La vie est belle de Roberto Benigni, qui était un drame tragicomique finalement, avec la scène du grand jeu, si vous n'avez pas connaissance de cela, ou encore La liste de Schindler, qui est un film très émouvant sur cette situation. Donc voilà, il faut retenir qu'au départ, c'est une Shoah par balle, mais petit à petit, on planifie tout ça, conférence de Wannsee, et on met ça de manière très industrielle en place sur les juifs, sur les tziganes, sur les résistants, sur les handicapés, sur les homosexuels. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vise à faire disparaître des peuples, notamment les juifs et les tziganes. Et dernière sous-partie, donc nous avons vu la volonté de faire disparaître des peuples entiers qui est mise en place par les nazis. Et le bilan en 1945, c'est que le monde est meurtri. En effet, avec plus de 50 millions de victimes, parfois 60, encore une fois, ça dépend des chiffres, dont plus de la moitié de civils, on le voit sur le graphique, hein, 58% de civils alliés, et 6% pour ceux de l'Axe. La Seconde Guerre mondiale franchit un nouveau seuil de violence. L'Europe est le continent le plus touché. À elle seule, l'URSS totalise 26 600 000 victimes de cette guerre, dont quasiment 9 millions de militaires, ça représente 14% de la population. Donc ça c'est selon les chiffres de 94 de Courtois, de Stéphane Courtois il me semble. L'état du monde en 1945, des chiffres qui sont réactualisés à chaque fois, hein, évidemment. Enfin, à chaque fois non, mais dès qu'il y a des recherches, des trouvailles. Pour qualifier les massacres qui ont visé les civils et juger les coupables au procès de Nuremberg et de Tokyo de 45 et 46, sont créés les termes de génocide et de crime contre l'humanité. Donc c'est tout acte inhumain d'extermination, de déportation, d'asservissement d'une population pour des motifs politiques, religieux, philosophiques. Donc cette photo de Nuremberg, je l'ai mise au-dessus du tableau des victimes, avec bon, différents protagonistes, si je puis dire, de Nuremberg. Je vais essayer de retrouver, hein, parce que je dois avoir ça, le, les noms, hein, pour un peu vous donner tout ça. Euh, sur ce procès très important dans l'histoire, avec donc le premier rang, donc le plus en bas, on va dire, Karl Dönitz à gauche et Alfred Jodl à droite. Sur le rang du dessus, celui qui ne regarde pas comme les autres, tout le monde regarde vers la droite, hein, vous pouvez le remarquer, sauf Hermann Göring, Rudolf Hess qui est absent, donc qui marque l'espace à côté de Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg sur ce rang, avec le tribunal de Nuremberg. Le procès donne un verdict avec 12 condamnés à mort, 3 peines de prison à vie, de durée diverses, et 3 qui sont acquittés lors de ce procès, qui dure du 20 novembre 45 au 1er octobre 46. Avec plusieurs chefs d'accusation, pardon. Donc voilà, on a la volonté aussi de faire un procès, puisque on ne veut pas se montrer comme les barbares qu'étaient les nazis. On le remarque aussi, cette guerre elle atteint une violence. Cette violence, elle est aussi sur le plan psychologique. J'ai mis la photo, donc je ne sais plus si c'est Hiroshima ou Nagasaki, peu importe, des ruines après le passage de la bombe atomique. Donc soit Little Boy, soit Fat Man. Il me semble que c'est Fat Man, mais je sais plus. Bon, bref. Non, ça doit être Little. Bref, après le passage d'une arme atomique, il n'y a plus rien. Plus rien. Et là, le monde part vraiment dans une violence, et vous le verrez ensuite avec la guerre froide, etc., où on va se battre pour l'arme atomique, qui est une arme finalement de dissuasion, mais on se dit que l'humanité a été trop loin dans ce conflit, puisque aller jusqu'à détruire une population civile qui, pas n'a rien demandé, mais voilà, ne participe pas vraiment de manière militaire,
et on se prend une bombe sur la gueule. C'est vulgaire, excusez-moi, mais on perd espoir en tout, et il y a des développements philosophiques qui vont se faire après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas l'objet de notre étude, donc on va pas l'évoquer. Mais voilà, plus de 50 millions de morts en gros, si on doit retenir, et on voit que l'URSS et la Pologne en ont pris pour leur grade, si on parle avec un terme militaire, 26 millions de soviétiques, plus de 26 millions de soviétiques qui ont péri lors de ce second conflit mondial. Allez, et en guise de conclusion, j'ai trouvé une carte mentale qui était assez bien faite sur internet pour résumer un peu tout ce qu'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, premièrement, une guerre planétaire totale, donc les pays de l'Axe contre les Alliés, des guerres en Europe, en Méditerranée, en Asie-Pacifique, les civils qui sont mobilisés, une violence qui est extrême avec des idéologies opposées, des violences extrêmes, notamment sur le front russe et asiatique, des civils victimes de guerre, les bombardements, le travail forcé, les réquisitions, l'occupation, des résistants dans les régions occupées, surtout à l'est de l'Europe, mais aussi en France, les compagnons de la Libération. On a perdu le dernier d'entre eux, Hubert Germain, cette année malheureusement. Honneur et respect à eux, hein, c'est important. Majorité de civils qui sont morts, entre 50 et 60 millions de morts au total. Et une guerre qui va jusqu'au génocide contre une certaine partie de la population, donc les juifs et les tziganes, avec les ghettos en Pologne, les Einsatzgruppen et les fusillades en URSS, la conférence de Wannsee qui va programmer tout ça, codifier tout cela avec Adolf Eichmann, si on doit retenir son nom, qui sera jugé, hein, retrouvé après, qui sera jugé, et voilà, on va pas aller plus loin. Les camps d'extermination, Auschwitz, Treblinka, etc. Et un bilan qui met 6 millions de juifs tués, plus de 200 000 tziganes tués, parce que tziganes, parce que juifs. C'est une attaque vraiment sur la condition des personnes. Quand on dit contre les juifs, c'est pas contre les juifs pratiquants. C'est pas que des juifs qui vont à la synagogue, que des juifs qui vont prier, qui sont très croyants. C'est parce qu'ils sont juifs qu'on les attaque. Et il y a eu des cas, malheureusement, où des justes parmi la nation, etc., ont tenté de cacher des juifs, mais bah, les nazis regardaient si l'enfant était circoncis, si c'était un garçon. Et puis, malheureusement, eh bien, ça leur était fatal pour cela. Je pense que c'est important. Je vais conclure après sur une réflexion un peu plus personnelle. J'espère que cette vidéo qui dure quasiment 1 heure vous a plu, déjà, et qu'elle vous permettra de réviser cette leçon très importante, très marquante de cette année de troisième, et qu'elle vous donnera envie de faire des recherches aussi plus tard. Moi, c'est une période qui m'a beaucoup passionné, c'est pour ça que je parle beaucoup. Je vais conclure hein, sur ce génocide, sur cette période, on entend beaucoup dans les débats, et notamment vous qui êtes en troisième, vous entendez peut-être, puisqu'on a l'approche d'une année électorale, parler de cette Seconde Guerre mondiale, des conditions des Juifs, du régime de Vichy, etc., qu'on évoquera, hein, le régime de Vichy, dans une autre vidéo. Étudiez, apprenez, retenez, lisez, regardez des documentaires, que sais-je. Ne laissez pas les négationnistes, les révisionnistes vous dire n'importe quoi sur cette période de l'histoire. De l'histoire du monde, de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de France. Ne les laissez pas vous dire n'importe quoi. N'écoutez pas ceux qui minimisent les choses, ceux qui utilisent des chiffres pour eux, pour desservir les choses, pour servir leur cause. Des gens qui disent n'importe quoi. Il y en a beaucoup, vous êtes jeunes, faites attention. N'écoutez pas tout ce qu'on peut dire sur le régime de Vichy, vous voyez très bien, de toute façon, je vais pas le citer, à qui je fais allusion. C'est pour vous que je dis ça. Faites-vous vraiment violence. N'écoutez pas, c'est pas parce qu'il parle bien qu'il a raison, absolument pas. Écoutez vraiment des historiens, écoutez vos professeurs, des gens qui sont qualifiés pour parler de la chose, des gens qui ont étudié le sujet, puisque c'est une période très importante. Tout peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Ça, c'est une phrase à retenir. Tout le temps. Tout le temps. C'est là l'importance de l'histoire. C'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà.
Il y a des très bonnes vidéos de Thibaut InShape, pour ceux qui veulent aussi, qui a visité Auschwitz, qui a rencontré Ginette Kolinka, qui a visité, il me semble, Struthof. Bah, si ça peut vous aider, regardez ces vidéos-là. C'est pas de la grande histoire, Thibaut InShape n'a pas cette prétention, mais il explique les choses, il écoute, et ça peut vous servir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a pas saoulé. On se retrouve très bientôt. Une très bonne année 2022 en avance, puisque je tourne cette vidéo le 26 décembre. Prenez soin de vous, à très bientôt.